cas, la filière bois a une part importante à remplir dans ces objectifs-là, parce que les produits en bois, comme les meubles, les palettes, etc., peuvent être réemployés, réutilisés, recyclés ou valorisés en énergie. Et donc, on voit que toute la filière du recyclage et du réemploi permet le prolongement du stockage de carbone dans les produits avec le réemploi et la réutilisation, permet aussi l'incorporation de déchets de bois dans des produits neufs, et en même temps, après plusieurs cycles de vie, la valorisation en énergie à partir des déchets de bois. Et donc, on voit qu'il y a une augmentation de consommation des déchets de bois dans les années à venir, et donc ça va impliquer des tensions et des nouvelles problématiques dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Et pour cela, je remercie les différents intervenants qui sont présents aujourd'hui. On est nombreux, et donc un grand merci à eux. Et donc je vais leur laisser la parole pour se présenter, en commençant tout à ma droite par Madame Lise Lambert. Bonjour à tous, donc Lise Lambert, je travaille pour Bois Énergie France, qui est la filiale de Dalkia en charge des approvisionnements des chaufferies biomasse et bois déchets que Dalkia peut faire sur le territoire français. Clarisse Fischer, donc je suis déléguée générale du comité interprofessionnel du bois énergie, donc on vient en appui de la filière sur le collectif et l'industriel. Louis de Reboul, je suis le président de la branche palette et bois chez Fédérec et je suis responsable des flux bois et CSR pour le groupe Veolia en France. Dominique Bouldet du bureau d'études CEDEN, et CEDEN a été en charge d'une étude pour l'ADEME entre 2023 et 2024, une étude sur le gisement déchets de bois. Et donc ça sera l'occasion aujourd'hui de présenter assez rapidement les résultats de cette étude qui sera en ligne dans quelques jours. Bonjour à tous, je suis Olivier Gournicola, je suis le responsable du groupement Panneau UIPP au sein de la Fédération de l'ameublement français. Et donc bonjour à tous, Thomas Huiban, chargé de mission QSE et recyclage au sein de Fédérec, et donc notamment en charge de l'animation et du suivi de cette filière de la fédération sur la filière palette et bois. Donc je vous présente maintenant la manière dont on va séquencer cette table ronde aujourd'hui, avec une première partie sur un état des lieux de la filière bois déchets en France aujourd'hui. Ensuite, une seconde partie qui s'intéressera plutôt aux perspectives et aux défis associés à ces perspectives. Et enfin, on va finir par des recommandations et des propositions que porte chacun des intervenants aujourd'hui. Et donc, pour commencer, pour la première partie de l'état des lieux de la filière bois déchets en France aujourd'hui, et pour évoquer les sujets de typologie de bois fin de vie, je vais laisser la parole à Dominique Bouldet. Oui, merci Thomas. Donc moi je vais présenter Je vais rappeler des aspects assez simples des déchets de bois, parce que je ne connais pas votre niveau de connaissance aux uns et aux autres, donc on va rappeler un certain nombre de choses assez basiques pour certains, mais qui sont nécessaires pour commencer à évoquer ce sujet. Donc, les déchets de bois sont des matériaux composés principalement de bois et qui sont collectés ou pas d'ailleurs après un certain nombre de cycles d'utilisation. Plus ou moins longs, parfois très courts. C'est le cas par exemple d'une chute dans une menuiserie, une chute de bois dans une menuiserie, ou très long. C'est le cas par exemple d'un élément de charpente d'un bâtiment, d'un élément de charpente de plusieurs centaines d'années récupéré lors de la démolition d'un bâtiment. Et puis certains de ces déchets de bois ont eu plusieurs incarnations, plusieurs cycles d'utilisation. Ils ont pu être réemployés, recyclés une première fois, une deuxième fois, et puis in fine valorisés en énergie. Et ça illustre un peu un sujet qu'on évoquera probablement pendant la table ronde, c'est l'utilisation en cascade. Donc on classe les déchets de bois en général soit selon leur origine, soit selon leur qualité. Et il y a souvent un lien entre les deux d'ailleurs. Alors il y a plusieurs univers, plusieurs secteurs. Je vais aller de la gauche vers la droite, et des déchets les plus assimilables à de la biomasse, les plus propres pour faire simple, vers les plus pollués. Donc catégorie. Alors on les classe dans la catégorie A, ce sont les bois d'emballage principalement, mais également une partie des déchets, des chutes de la seconde transformation du bois. Ensuite on a des catégories B, BR1, BR2 selon la qualité,
qui sont représentés par les déchets de mobilier, donc les tables, les meubles, etc. Et puis les déchets du bâtiment. Alors les déchets du bâtiment, ça concerne à la fois les entreprises, les travaux de construction, démolition, rénovation, mais également les particuliers. Globalement, ce sont les mêmes types de déchets, mais qui ne sont pas générés. Les flux ne sont évidemment pas les mêmes. Et puis enfin, on les regroupe dans la catégorie C, ce sont les déchets de bois dits dangereux. En tout cas, on les assimile à des déchets dangereux, ce sont en particulier les déchets de bois créosotés, notamment les traverses de chemin de fer, et certains bois imprégnés à l'arsenic. Donc, vous voyez, il y a des petites étoiles. Les petites étoiles correspondent aux catégories de déchets de bois qui font l'objet d'une REP. Alors, peut-être certains ont entendu la conférence ce matin sur les REP. Donc, les REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Et pour ceux qui l'ignoreraient, pour schématiser, c'est l'application d'une taxe ou d'une éco-contribution sur un matériau lors de sa mise sur le marché et qui doit permettre de gérer sa fin de vie. Donc il existe un cadre, je peux peut-être, est-ce que certains veulent, je vais peut-être parler du cadre réglementaire et puis je vous laisse intervenir après, si vous le souhaitez. Donc le cadre réglementaire, on le sépare, pour faire simple, aussi en deux. Il y a celui qui concerne le recyclage et celui qui concerne l'énergie. Et donc il y a une différence de cadre réglementaire entre le recyclage et l'énergie, mais il y a également une différence de réglementation selon la catégorie et selon la qualité des déchets de bois. Donc globalement en recyclage, pour schématiser, mais là je parle sous le contrôle d'Olivier Hugo-Nicolas qui représente l'industrie du panneau et du recyclage, mais c'est ce qu'on appelle la sortie de statut de déchets implicite. Je mets des pincettes, mais c'est pour schématiser, c'est-à-dire que c'est comme pour le verre, comme tous les matériaux qui sont recyclés, la transformation il y a un process qui permet à un déchet de devenir un produit. Donc c'est une sortie de statut de déchet, on passe d'un déchet à un produit. Pour autant, il y a quand même des garde-fous, il y a des cahiers des charges et des valeurs seuils des seuils que ne doivent pas dépasser les déchets de bois pour être recyclés. Pour ce qui concerne l'énergie, le cadre principal, c'est le cadre ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Et puis pour faire simple, là aussi, il y a des rubriques qu'on appelle combustion et qui concernent la biomasse et les ressources assimilées à de la biomasse. Donc là, dans cette catégorie-là, il y a notamment les bois d'emballage qui peuvent aller en combustion. Et puis, pour les déchets un peu plus pollués, entre guillemets, la co-incinération, c'est-à-dire la valorisation de déchets en vue de production énergétique, avec une rubrique qui est la rubrique 2770, qui est incinération de déchets dits dangereux, donc qui concerne la catégorie C qu'on a vue tout à l'heure. Voilà pour ça, Merci beaucoup, pour être Dominique. rapide. Merci beaucoup, Dominique. Donc ça, c'est vraiment une introduction qui permet de comprendre tous les éléments qui vont être discutés par la suite. Et parmi ça, du coup, on va vraiment rentrer dans l'état des lieux de la filière bois-déchets avec un bilan des flux de la filière de gestion des déchets de bois en France. Et donc là, encore une fois, et vous aurez la parole juste après, mais en tout cas, Dominique, je t'invite à expliquer brièvement ce graphique. Voilà, je vais rappeler les grands chiffres de la filière déchets de bois, et puis effectivement, après, je laisserai la parole aux autres intervenants. Donc globalement, en France, il est produit chaque année environ 8,5 millions de tonnes de déchets de bois. Donc ce sont les déchets de bois dont on a parlé tout à l'heure. Et sur ces 8,5 millions de déchets de bois, il y en a à peu près 7 millions et demi qui sont collectés. La différence entre les deux, c'est principalement de l'autoconsommation. Et notamment, ça concerne notamment l'industrie de la seconde transformation du bois qui autoconsomme une grande partie de ces déchets, de ces chutes de production. Sur ces 7 millions de déchets de bois, 7 millions de tonnes de déchets de bois collectés, environ 80% sont valorisés. C'est-à-dire 5,8 millions de tonnes chaque année, à peu près, de déchets de bois sont valorisés. Alors, peu ou prou, de manière assez finalement égale entre énergie et recyclage. Donc l'énergie, c'est de la combustion pour de la production d'énergie de chaleur ou éventuellement de la cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité. C'est principalement ça aujourd'hui et c'est même exclusivement ça en France en tout cas.
Et puis le recyclage, c'est principalement la production de panneaux de particules pour la production pour la construction ou pour l'ameublement. Il y a également aussi, alors c'est un petit peu plus marginal, mais il y a également la production de dés à palettes qui permettent d'agencer de produire les palettes, les bois d'emballage, les palettes. Donc il y a à peu près un peu plus de 3 millions de tonnes de déchets de bois qui sont recyclés en France et à l'export, donc à peu près moitié-moitié. Et puis il y a environ je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 2,3 millions de tonnes de déchets de bois qui sont valorisés en énergie. Principalement en France, mais également aussi à l'export, notamment, y compris dans les pays scandinaves, mais également en Belgique, au Luxembourg, par exemple. Et puis, il y a une partie qui n'est pas valorisée, qui représente à peu près 1,5 million de tonnes, au moins, on pense au moins, qui va principalement en installation de stockage de déchets non dangereux. Alors ça, ce sont les décharges, hein, les centres d'enfouissement. Voilà, en gros pour les principaux chiffres de la filière. Et donc ensuite, par rapport à ces chiffres, je vous propose de regarder les potentiels de mobilisation supplémentaires et ensuite de voir les potentielles actions. Donc d'une part, il y aura les actions qui sont proposées par le rapport ADEME, justement, dont on reprend aussi les illustrations. Et donc une fois que Dominique aura présenté ses propositions, chacun des intervenants pourra y réagir et les compléter avec son propre ressenti. Voilà. Donc peut-être, je ne sais pas si Dominique ou Louis, vous pouvez parler du potentiel de mobilisation supplémentaire. Moi, je vais juste rappeler le chiffre, puis je laisserai cette fois vraiment la parole aux autres intervenants. On a évoqué tout de suite là, les 1,6 million de tonnes qui vont en installation de stockage. Donc ça, on sait que c'est pas une valorisation ou très très faible, c'est plutôt une élimination. Donc il y a un vrai intérêt à sortir tout ou partie de ces 1,5 million de tonnes pour les valoriser. Alors, c'est pas nécessairement simple, mais en tout cas, il y a un certain nombre de leviers qui vont permettre d'extraire une partie de cette fraction. Alors, il y a des leviers réglementaires et fiscaux, notamment la TGAP, pour ceux qui connaissent, la taxe générale sur les activités polluantes qui frappe l'enfouissement et qui augmente chaque année un peu plus. Et puis surtout, il y a les REP que j'ai évoqués tout à l'heure, qui visent à collecter au maximum et à valoriser au maximum ces déchets de bois. Donc on estime que dans les prochaines années, on va réussir à sortir au moins 500 000 tonnes sur ce 1,5 million de tonnes qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et donc ensuite, il y a le rapport d'ADEME justement à proposer des actions qui permettraient de favoriser la mobilisation de ce tonnage supplémentaire, avec notamment le déploiement des REP, avec la montée en puissance de la REP PMCB, la REP des éléments d'ameublement et la REP qui va arriver au 1er janvier 2025 des emballages industriels et commerciaux, qui va pouvoir inciter à cette mobilisation supplémentaire. Il y a également comme proposition du rapport ADEME l'amélioration du tri et du recyclage et les évolutions réglementaires liées au stockage et notamment la taxe générale sur les activités polluantes qui, plus elle est haute, plus elle incite à trouver d'autres voies de valorisation parce que l'élimination coûte plus cher. Peut-être qu'il y a des réactions parmi les intervenants, peut-être Louis sur l'amélioration des technologies de tri et de broyage. Oui. Alors, oui, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, on est sur un volume d'à peu près 8 millions de tonnes hein, quand on se projette à la fois avec les éléments d'aujourd'hui et quand on se projette dans les quelques années qui arrivent, et qui est de plus en plus convoité, à la fois par les fabricants d'objets en bois, les fabricants de panneaux de particules en particulier, et qui incorporent de façon de plus en plus importante, en tout cas en France, des bois recyclés hein, avec d'autres produits, déchets de scierie ou produits forestiers, à l'image de ce qu'ont fait déjà depuis très longtemps les fabricants dans les pays limitrophes, les Italiens, les Belges en particulier, qui font ça depuis plus de 30 ans. Quoi. Nous, les Français, on était sur une industrie du panneau qui était plutôt dans les massifs forestiers et qui est venue progressivement à l'utilisation du bois de recyclage.
et avec une demande de plus en plus importante. L'autre partie, c'est la demande de bois énergie qui augmente aussi à la mesure de la demande de décarbonation. Donc on est sur un gisement qui est aujourd'hui très recherché. Alors notre zone d'intervention, c'est bien entendu l'Europe de l'Ouest. Les gisements français sont supérieurs à la demande actuelle. Donc on est exportateur. Vous avez vu, il y a à peu près 30% de bois qui est exporté dans les pays limitrophes, historiquement dans les pays les plus proches, et puis de façon un peu plus récente jusqu'en Scandinavie pour l'alimentation des chaufferies finlandaises et suédoises. Voilà ce qu'on peut dire. Et effectivement, donc, avec cette demande qui s'est accrue, depuis 10 ans, il y a eu la mise en place des REP, et qui ont eu cet avantage de effectivement mobiliser plus de bois, sortir plus de bois, améliorer les techniques de tri, ce qui nous a permis de faire sortir du bois qui était mal trié en tout cas et qui finissait dans les centres techniques d'enfouissement. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc ensuite, ça fait partie de l'état des lieux de la filière bois déchets en France aujourd'hui, c'est qu'il y a des disparités régionales assez fortes. Donc là, on voit que les déchets de bois collectés en fonction des régions varient. C'est aussi simplement en fonction de la densité de population. On voit qu'il y a un lien très fort entre les deux, avec une collecte assez importante au niveau de la région Île-de-France et au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces disparités régionales s'illustrent aussi sur les installations de valorisation. Donc on voit une concentration assez importante sur la moitié nord de la France des installations qui existent aujourd'hui et des projets d'installation, et en même temps une activité très forte sur les pays limitrophes que sont la Belgique et le Luxembourg. Et donc c'est ce qui explique aussi tout à l'heure la part de déchets qui est exportée aujourd'hui, parce que actuellement la demande en France de déchets de bois ne suffit pas à absorber complètement l'offre, ce qui explique du coup ces projets limitrophes. Donc on passe à la seconde partie sur les perspectives et les défis associés. Et peut-être, avant de revenir, est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires sur cet état des lieux, peut-être avec un focus particulier sur un état des lieux du secteur énergétique et un état des lieux de la valorisation matière. Donc peut-être laisser la parole à Lise ou à Clarisse. Merci. Donc, sur la partie énergétique, juste en introduction, vous m'entendez bien? Oui. En introduction, donc juste rappeler sur la partie énergétique, sur le bois énergie, la première énergie renouvelable, peut-être repréciser ça, que c'est un quart des foyers français qui sont aujourd'hui chauffés au bois. C'est 8000 installations industrielles ou collectives réparties sur l'ensemble du territoire. Donc ça fait écho un peu à la carte. Voilà, réparties sur l'ensemble du territoire. Mais il y a 6000 de moins d'1 mégawatt. Donc on est aussi sur des installations de plus faible puissance. Et puis cette structuration finalement sur le territoire qui va valoriser un ensemble de ressources présentes. Aussi sur différemment d'une région à l'autre, plus ou moins boisée, avec une économie industrielle plus ou moins forte. Donc voilà, vraiment une ressource locale, et puis bien entendu du coup les emplois qui vont avec, puisqu'on est sur des emplois qui sont sur la production de la matière et sur l'exploitation de ces installations. Mais là aujourd'hui on est surtout sur les enjeux d'approvisionnement. Donc sur cette partie approvisionnement, je voudrais juste avoir une vue globale. Donc il y a effectivement le déchet qui est une part non négligeable pour la filière bois énergie. C'est autour d'une dizaine de pourcents sur toute la France, ce déchet de bois, mais je vais revenir. Historiquement, on était aussi sur les connexes de scierie, donc aussi une dizaine de pourcents aujourd'hui. Donc sur des régions où il n'y a pas effectivement d'utilisation vers d'autres usages, ça peut être une ressource importante. Mais le gros de la ressource, ça reste les résidus forestiers. Et aujourd'hui, le bois énergie est vraiment un outil de gestion durable
dans les contextes qu'on a aujourd'hui, on vient en complément au niveau du bois énergie autoriser des travaux de gestion de la forêt, donc toujours à destination de la production de bois d'œuvre. On va être aussi là en termes de rémunération des travaux dans les crises actuelles qu'on connaît. Voilà, le bois énergie va permettre aussi ce type de rémunération finalement d'une gestion durable. Il y a aussi un pourcentage dans d'autres régions, notamment dans l'Ouest, tout ce qui est bois en forêt, donc le bocage, etc. Et là encore, on va permettre aussi une valorisation des travaux d'entretien sur le bois déchet. Donc va dépendre aussi de la différente qualité, on en a parlé, hein. Il y a bien entendu des cahiers des charges qui vont être associés. Ce qui est important de comprendre dans l'approvisionnement sur le bois énergie, c'est que derrière, il y a des structurations de filières dans ces bassins d'approvisionnement qui vont venir approvisionner, comme je le disais, des installations de différentes typologies. Il y a aussi une complémentarité dans la structuration des filières. C'est-à-dire que vous allez avoir entre les différents gisements des qualités différentes, plus ou moins humides par exemple, où vous allez avoir des approvisionnements qui vont être sur des sols forestiers et d'autres qui sont déjà sur des plateformes de stockage. Donc il y a toute une structuration des filières qui va marcher sur l'ensemble de ces pieds, on va dire forestier, forêt et bois déchets. Sur le bois déchet, on a aussi en réponse concernant la qualité des produits, on va avoir des cahiers des charges stricts de la part des installations. On est sur le collectif industriel, donc un cahier des charges structuré avec bien sûr un pouvoir calorifique qui va bien défini pour ces installations, pour avoir des installations performantes et de haut rendement, et bien sûr des paramètres physico-chimiques pour que, on parle souvent de triptyque, où il va y avoir une concordance entre la ressource, l'usage qui va en être fait, et puis l'installation elle-même. Et il faut que tout ça soit coordonné pour qu'on ait une installation de haut rendement. Bien entendu, on ne va pas mettre du bois déchet dans une plus petite installation qui ne sera pas adaptée pour ce type de gimement. Dernier point sur l'enjeu, et je repasse le micro, sur l'approvisionnement, c'est la notion de prix aussi, où on va être là, sur l'ensemble sur du résidu. Et c'est important de noter qu'on a du coup un faible prix. Du coup, tout ce qui impact du transport va être aussi très, très important aujourd'hui. Donc en fait, on va être sur un rayon optimisé, on va dire, sur l'approvisionnement des installations. Et donc c'est un critère important du plan d'approvisionnement de ces installations-là. Et puis de l'autre côté, on va avoir le prix de la chaleur pour les consommateurs. Donc voilà, il y a une optimisation entre les différents gisements et puis sur ces plans d'approvisionnement. Donc voilà, tous ces paramètres-là vont structurer du coup l'approvisionnement des installations. Du coup, Olivier, je vous invite à compléter toujours sur les installations de valorisation. Merci. Oui, alors, moi je représente donc les fabricants de panneaux de process, c'est-à-dire les fabricants de panneaux de particules, de MDF et d'OSB. Comme l'a rappelé effectivement Clarisse, on a finalement à peu près les mêmes problématiques. Disponibilité, qualité sur les produits. Les panneaux, bon an mal an, c'est 4 millions de mètres cubes produits par an. C'est une douzaine de sites de production en France. Il y en avait beaucoup plus dans le passé. Effectivement, ça s'est concentré depuis pas mal d'années. Vous voyez sur la carte, on est implanté sur les grands bassins d'exploitation forestière. C'est parfaitement légitime pour la simple et bonne raison que nous avons un mix matière. Pour faire ces panneaux, on intègre soit des boirons. Les boirons, ce sont des branchages qui ne vont pas à la construction. Ce sont de la sciure, des plaquettes forestières, des plaquettes de scierie. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, puisqu'effectivement, je regarde mes collègues belges, on a rattrapé un petit peu notre retard. Nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on commence à intégrer du recyclé dans la fabrication des panneaux.
C'est d'abord le panneau de particules qui intègre le recyclage, mais à terme, c'est le MDF, puisqu'il commence à intégrer ses propres chutes de fibres. Et ça, c'est une très bonne chose. Je regarde Unilin, c'est là que ça se passe actuellement en France. Et l'OSB peut aussi intégrer de la palette dans la fabrication. Voilà. Donc, on est présent sur les deux aspects, le bois brut d'un côté et le déchet de l'autre. Si on reprend, Thomas, si tu veux remonter sur les exutoires de l'énergie au-dessus, encore, voilà, merci, vous verrez que, c'était ça, finalement, que ce soit sur les bois ronds, en tout cas sur les produits de bois brut, ou sur les produits énergétiques, à vocation énergétique, le déchet, finalement, le recyclage et l'énergie sont en compétition à peu près partout. Sauf bien sûr sur la catégorie C, puisqu'on a un cahier des charges, nous aussi, très strict. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur le site de la Fédération européenne des panneaux, qui s'appelle Europanels. Et là, vous verrez qu'on a une norme volontaire qui nous oblige à exclure les panneaux, enfin les produits, les déchets qui ne seraient pas compatibles avec notre process de fabrication par trop argumenté, bien entendu, et ensuite, évidemment, des valeurs limites de concentration pour l'utilisation de ces produits dans la composition de nos panneaux. Donc voilà où nous en sommes. Ça fait des années que l'on avance. Désormais, la plupart des sites sont équipés, en tout cas ceux qui font du panneau de particules, sont équipés à la fois d'installations de tri, ISDN, déchets non dangereux, des investissements très lourds en chaudières à l'air fluidisé pour pouvoir réduire effectivement l'humidité des déchets à 2%, de l'autre des tri optiques. Enfin voilà, ce sont des investissements assez colossaux puisque c'est de l'ordre, on va dire. Si vous prenez Suisse Chrono, c'est 100 millions d'euros, ça va être dans les 80 millions sur l'INEX. Voilà, donc nos sites sont prêts pour intégrer cette matière, pour monter en gamme effectivement dans la fabrication de panneaux à base de déchets. On a des clients qui sont plutôt favorables effectivement à cette évolution-là, dès lors que tout le processus est maîtrisé. Pour autant, effectivement, il nous faut cette disponibilité, il nous faut cette qualité, afin que nos produits correspondent non seulement aux normes, mais aussi aux attentes de nos clients. Ce qu'il y a d'intéressant, dernier point, sur l'état des lieux de la filière, vous voyez que nos implantations, sont sur les grands bassins d'exploitation forestière, et qu'il y a des zones où nous ne sommes pas, où l'énergie n'est pas non plus, mais par contre, en termes de gisement de déchets, là, effectivement, il y a une perspective. Donc de la même manière que les énergéticiens, nous devons avoir des zones d'approvisionnement assez limitées pour rentabiliser notre activité. Mais en revanche, l'attention sur la matière première, qui fait que nous sommes en compétition avec l'énergie, va faire qu'il va y avoir des bouleversements. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occitanie, PACA, Aura, peut-être aussi un peu d'Aquitaine, mais c'est déjà un peu saturé, vont à terme, avoir une grosse pression sur les achats, sur l'approvisionnement en bois recyclé. Merci beaucoup, ça me permet de faire le lien avec la suite de la conférence et la slide suivante sur les perspectives et les défis associés. Notamment, je vous ai parlé... Du coup, je vous ai parlé tout au début d'une augmentation, d'une attention croissante sur la ressource bois déchets, et ça complète aussi le fait que vous avez vu de nombreuses installations en projet, et donc cette augmentation de la demande, c'est ce qu'on voit dans le graphique. On attend un basculement entre l'offre et la demande de déchets de bois dans les années à venir, et donc c'est ce qui illustre un peu le graphique, mais je laisse Dominique peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Juste pour compléter ce que tu dis, oui, ce graphique, c'est un graphique prospectif, puisque on va jusqu'à 2028. Alors comme il est prospectif, il est évidemment discutable. Et comme il est discutable, je pense qu'on va en discuter. Donc c'est c'est l'évolution prévisionnelle des flux de déchets de bois et au regard de l'évolution prévisionnelle de la consommation. Donc effectivement, on s'aperçoit, comme le dit Thomas, qu'en 2025, les courbes se croisent et que donc la demande est supérieure à l'offre. Donc ça, c'est un graphique qui illustre en fait des tensions à venir. Alors pour autant, on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut nuancer ce graphique. Donc il est dans l'étude, mais en tout cas, y compris, il est nuancé dans l'étude.
pour deux raisons. La première, c'est que là, vous voyez que l'export en verre augmente proportionnellement à l'augmentation de la consommation, ce qui est un parti pris, puisqu'on peut imaginer que l'augmentation de la demande intérieure en France va limiter, en tout cas, va limiter l'export des déchets. En tout cas, c'est une possibilité. Je prends des pincettes. Je prends des pincettes parce que c'est un marché dérégulé et que c'est un marché qui répond à l'offre de la demande, de l'offre et la demande, et que c'est les prix finalement qui dictent, qui sont les juges de paix finalement. Dans une certaine mesure évidemment, puisque le transport, comme le rappelait Clarisse, a un coût qui est de plus en plus important. Et puis, plus on augmente le coût du déchet de bois, plus on se rapproche finalement des ressources qu'il substitue, que sont la biomasse naturelle ou y compris les énergies fossiles. Donc voilà. Et puis deuxième point, c'est que vous l'avez tous constaté, la situation économique est en berne. Et que ce graphique qui a été fait il y a environ un an, il est décalé aujourd'hui clairement dans le temps, puisque aujourd'hui les industriels sont pour certains à l'arrêt, ou en tout cas réduisent leur consommation, donc consomment moins de déchets de bois, et puis l'industrie du panneau également a limité sa production de panneaux. Donc voilà, c'était important quand même de nuancer cette prospective. Donc je prends le relais. Donc sur la partie consommation pour l'énergie, moi ce que je voudrais préciser, c'est effectivement on a aussi des cahiers des charges qualité. On ne met pas n'importe quel combustible dans une chaudière et ils doivent correspondre au cahier des charges que l'on a à la fois en termes de caractéristiques de combustible et de profil de consommation que l'on va avoir chez notre client. L'autre sujet qui est important, c'est qu'effectivement on est dans un contexte où la demande est croissante, où on cherche de plus en plus à décarboner l'industrie, décarboner les réseaux de chaleur. Et nous, on se positionne sur des points d'approvisionnement qui se situent dans la durée. Donc effectivement, c'est un marché avec l'offre et la demande, mais c'est aussi un marché avec un positionnement d'acteurs, certains qui contractualisent plus ou moins et qui peuvent aussi apporter des perspectives de durée et des éléments de stabilité et de tampon en passant d'un marché à un autre. Donc nous, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour toutes les valorisations et que les valorisations peuvent être complémentaires et que pour un recycleur, d'avoir à la fois des valorisations panneaux et des valorisations énergie, il y a une vraie complémentarité pour s'assurer une régularité de ces flux. Après, l'autre sujet, c'est qu'il y a des profils de consommation qui sont plus ou moins adaptés aux déchets, quoi. Les déchets sont traités sur des plateformes de recyclage qui sont toujours trop petites quand on écoute les exploitants. Il n'y a jamais assez de place pour stocker, pour avoir de la place pour travailler. Donc, approvisionner des réseaux de chaleur qui fonctionnent 6 mois par an, qu'est-ce que l'on fait pendant les 6 autres mois des flux? C'est juste pas possible, quoi. Donc, c'est des combustibles qui sont plutôt, pour moi, à cibler pour des projets industriels qui vont amener de la régularité dans la durée pour permettre aux acteurs du recyclage de travailler le plus possible de manière régulière. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment que c'est des ressources qui n'aiment pas la saisonnalité. L'autre sujet, c'est que là, on a des projets de chaufferie donc plus ou moins positionnés à proximité de pôles urbains. Il y a un vrai sujet qui est aussi l'acceptabilité des installations, leur intégration au niveau local et comment est-ce qu'elles peuvent être acceptées par la population. Parce qu'il y a un sujet qui est celui de décarboner, de substituer des énergies fossiles. Et après, c'est d'avoir une acceptation au niveau local que l'installation puisse se faire dans de bonnes conditions et sereinement. Et ça, c'est pas toujours le cas non plus. Et ça peut être de réels freins. Et c'est vraiment des points à prendre en compte en amont lorsqu'on monte un projet, quoi. Et puis l'autre sujet, c'est d'avoir, parce que nous, on propose donc de la chaleur ou de la vapeur, soit pour des réseaux de chaleur ou des industriels, c'est de pouvoir aussi se dire quelle va être la trajectoire des prix à la fin de la chaleur que je vais avoir en tant que client, quoi. Donc pour cela, avoir des éléments objectifs pour accompagner ces trajectoires de prix qui sont décorrélés du marché des énergies fossiles, parce qu'effectivement, quand on choisit ces combustibles-là, on prépare aussi le monde d'après, en dehors du gaz fossile, en dehors du pétrole. Et donc, ça veut dire avoir aussi des indices adéquats qui traduisent ces trajectoires. Et ça fait partie des travaux qui ont été menés collectivement par la filière et notamment par Fédérec au niveau national. Eh bien, merci beaucoup, Lise, pour ces précisions. Peut-être soit Clarisse, tu veux compléter pour la partie énergie, ou sinon Louis,
je t'invite à prendre le relais sur la Oui, partie pour les- du coup, des fournisseurs. Pour les défis qui sont devant nous, déjà on a un défi logistique parce que même si aujourd'hui on voit que les demandes sont moins importantes que ce qu'on aurait pu espérer par rapport aux gisements qui sont collectés, on sait que de toute façon la reprise, on espère, est devant nous. On a vécu des cycles comme ça, des hauts et des bas depuis toujours, donc là c'est particulièrement bas. Mais on a bon espoir que à la fois les projets énergie en France vont démarrer et que les fabricants de panneaux retrouveront de l'activité quand le secteur du bâtiment, en fait c'est un peu ça, quand le secteur du bâtiment repartira. Et tous les pays de l'Europe de l'Ouest sont à peu près dans la même dynamique. Nos enjeux, donc, c'est des enjeux logistiques, approvisionner en temps et en heure nos clients. Et aujourd'hui, on fait face à une pénurie de transporteurs, de chauffeurs. Ce n'est pas des métiers qui attirent les jeunes et c'est un enjeu et un défi pour nos entreprises également. L'autre défi, c'est une meilleure organisation, travailler avec les éco-organismes pour avoir une meilleure organisation des plans de distribution des déchets. On voit qu'il y a sûrement beaucoup de pertes en ligne et il y a un manque d'optimisation. Il y a une multiplicité d'éco-organismes qui traitent les mêmes sujets avec forcément du cafouillage à un certain moment. Donc ça, c'est l'enjeu du futur parce que ça a un effet sur les coûts très fortement. Et nos clients ont besoin de maîtriser leurs coûts de matières premières. Et les coûts de matières premières, c'est tout ce qui se passe en amont aussi, qui doit être amélioré. Voilà ce que je peux dire sur les perspectives et les défis qui sont devant nous et sur lesquels on doit travailler actuellement. Eh ben, merci beaucoup Louis. Maintenant peut-être Olivier, tu veux compléter pour les enjeux spécifiques à la filière valorisation de matière. Parfait. Oui, alors, je rejoins Lise, en tout cas les énergéticiens dans l'ensemble, sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition entre l'énergie et la valorisation matière. Il y a des complémentarités. Cependant, nous avons fait une étude, préalablement à l'étude ADEME, qui consistait à essayer de mesurer le gisement, les flux et les consommations pour la valorisation matière et pour l'énergie au niveau régional. Et quand je dis régional, c'est un peu plus loin puisque nécessairement nos sites peuvent s'approvisionner sur ce qu'on appelle sur un bassin d'exploitation qui va rejoindre plusieurs régions. La conclusion, c'est qu'à chaque fois que nous sommes implantés dans une région, il y a surconsommation de l'offre de déchets disponibles. Donc il y a manifestement un besoin de régulation derrière. Comment on l'organise, ça, effectivement, ça reste effectivement encore à définir, mais on en parlera un petit peu après. Est-ce qu'on travaille d'abord sur le gisement disponible ? On a dit 500 000 tonnes, probablement. Nous, 500 000 tonnes, c'est pas énorme par rapport à une usine de panneaux. C'est une usine de panneaux, c'est du feu continu, un travail en 5-8. Les grosses usines, c'est, 40 hectares. Donc, ça n'arrête jamais pour la maintenance technique ou pour les ruptures de charge. Je vais vous donner un exemple de rupture de charge. En 2014, avec la sortie du statut de déchets SSD des broyats d'emballage, on était alors à 75% de déchets d'emballage de palettes dans nos approvisionnements en recyclé. On est passé à 7%. Donc on remonte doucement la pente. On doit être entre 11 et 20% grand maximum. Donc il y a un impact clairement à orienter les flux dans un sens ou dans un autre. Quand vous voyez la carte qu'on a vue tout à l'heure, 8000 installations d'énergie, on est nettement moins nombreux sur la matière, même si on peut ajouter effectivement les fabricants de dés de palettes qui intègrent du recyclé. Ce n'est pas du tout les mêmes volumes que les nôtres, mais donc il y a un problème. Vous avez beaucoup, de systèmes de financement qui vont à l'énergie, nettement moins sur la valorisation matière, même si l'ADEME propose aussi pas mal de choses. Donc il y a un besoin d'équilibre. Nous, on ne peut pas se permettre effectivement de manquer de matières premières. Sinon, derrière, c'est 1, le marché du meuble, 2, le marché de la construction, 3, le marché de la palette, les GSB, les négoces qui vont manquer effectivement de panneaux. Et ça, c'est fortement problématique. On a rappelé qu'il y avait 1,8 million de tonnes qui partent à l'export. On nous explique effectivement dans le programme actuel gouvernemental et puis des précédents qu'il y aura relocalisation. On sait très bien, Dominique l'a rappelé, c'est quand même le prix qui fait l'articulation des usages. C'est pas évident, il y a des besoins à l'extérieur, besoin effectivement de déchets français entre guillemets. Et ça, on ne voit pas comment ça peut changer. Parce que les besoins sont exponentiels, puisque nos objectifs de décarbonation
ah ben, tout autour de la France, chacun les a. Pour mémoire, si tu veux bien, Thomas, remettre la carte des implantations très rapidement. Voilà. Encore, pardon. Voilà, celle-ci. Il faut bien voir, ouais, non, peut-être celle d'en bas, pardon, c'est celle-ci. On a montré ici simplement dans le nord la Belgique, le Luxembourg. Il faudrait rappeler qu'il y a un gros besoin de matières premières, effectivement, en Allemagne, un gros besoin de matières premières, déchets en Italie, et je ne parle pas de l'Espagne. Donc là, vous avez une relocalisation des grands sites de fabrication de panneaux, hein, qui effectivement vont consommer énormément de déchets de bois. Donc, on a une problématique générale qui n'est pas simplement nationale. Nous, on consomme 950 000 tonnes sèches de déchets de bois par an. On va monter, hein, on s'est préparé pour, donc et on a besoin de cette matière. Or, on est quoi, à 40% d'intégration de recyclés au niveau européen dans les panneaux. Alors attention, l'histoire de l'intégration de recyclés, c'est quoi? C'est simplement la part de recyclés dans l'ensemble de nos approvisionnements. On ne peut pas, bien entendu, mesurer la part de recyclés dans les panneaux, dans le panneau fini. Hein, c'est tout le problème de la traçabilité dont on a parlé encore ce matin sur les REP. Mais par exemple, sur les REP déchets d'emballage, on nous a dit ce matin, on est à 34%, c'est l'étude de l'ADEME, 34% de recyclés, et finalement l'objectif européen est de 25%. Même ce 34%, nous ne sommes pas en mesure de le confirmer. L'ADEME non plus, puisqu'il y a 2 études qui disent des choses différentes. Donc il y a besoin effectivement de se projeter, de réfléchir sur les gisements disponibles, les flux, effectivement, et la projection sur les 5 années à venir. Oui, j'ajouterais qu'il y a un élément quand même qui limite la compétition entre les 2 usages, énergie et matière, c'est les objectifs qui sont fixés aux éco-organismes de favoriser d'abord l'utilisation comme matière première avant de l'utiliser comme combustible. Les objectifs de valeur matière sont quand même prioritaires par rapport aux objectifs de valorisation énergétique. Ça limite les risques de compétition, mais il y a forcément des risques de compétition qui existent. Mais on attend une demande France forte en matière de panneaux, parce qu'on peut imaginer que les fabricants français seront au même niveau que les fabricants limitrophes en Italie, en Espagne et en Belgique essentiellement, c'est-à-dire des panneaux 100% recyclés. Donc là, on peut imaginer que dans les 20 prochaines années, ou 10 prochaines années, on verra les choses évoluer aussi en France au-delà des 40 ou 50% de recyclés. Alors, il y a peut-être des spécialistes dans la salle qui pourront... Voilà. Mais enfin, on voit que la tendance, hein, les usines modernes dans le panneau de particules, alors je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais ce sont des grosses usines qui consomment que du recyclé. Il y a beaucoup moins de pression sur la ressource forestière, et la pression sur la ressource forestière aussi, c'est un enjeu dont on pourrait parler et qui fait partie de notre contexte. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y aura certainement des flux qui sont actuellement exportés et qui seront relocalisés. Mais il faut bien comprendre que la Belgique ou le Luxembourg, bon, c'est pas la France, mais ça a failli, quoi. Juste pour compléter ce que tu dis, Louis, aujourd'hui, tu l'as peut-être pas rappelé, Olivier, mais l'industrie du recyclage recycle à peu près, dans ses panneaux, 50% à peu près. Oui, on a entre 40 et 50%. En France, hein, oui, bien sûr, en France, de déchets recyclés dans les panneaux, et ça représente aujourd'hui 1,5 million de tonnes, je crois, 1 million et demi de tonnes. On est entre 950 et 1 million de tonnes sèches. Alors, tonnes sèches, donc 1,5 million de tonnes brutes, puisqu'on parle plutôt en tonnes brutes. Donc, Louis évoquait la possibilité pour la filière panneaux d'aller jusqu'à 100% de recyclé. Alors, c'est pas tout à fait 100%, parce que je crois que c'est pas vraiment possible, mais ça veut dire que potentiellement, cette quantité pourrait doubler, en fait. La quantité aujourd'hui, si je fais un calcul tout bête, hein, donc ce serait quand même 1,5 million de tonnes supplémentaires qui iraient en recyclage. C'est pour ça que probablement on peut imaginer qu'une partie des flux aujourd'hui exportés serait relocalisée. Mais bon, vous le constatez, hein, il y a la voie de l'énergie, la voie du recyclage, mais c'est finalement c'est un peu la quadrature du cercle, parce qu'il y a effectivement d'un côté la hiérarchisation des modes de traitement des déchets, l'utilisation en cascade, la directive RED,
qui favorisent le recyclage avant l'énergie. Et puis, de l'autre côté, il y a le plan national de décarbonation à l'échelle nationale qui, clairement, ambitionne de valoriser et de produire de l'énergie à partir notamment de ces déchets de bois. Donc, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. On va peut-être évoquer d'ailleurs la suite, hein, les recommandations et les propositions qui visent à essayer d'articuler à la fois recyclage et énergie. Et donc exactement, ça permet de faire la suite avec la dernière partie de la conférence sur les recommandations et les propositions. Donc je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole sur ce sujet. Oui, merci. Donc par rapport à ce qui s'est dit en termes de recommandations, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un besoin de relocalisation. Je pense que c'est une question d'autonomie. On parle aujourd'hui de stratégie française énergie-climat, on est en plein dedans, justement sur retrouver une indépendance énergétique et enfin atteindre les objectifs de décarbonation et de taux d'énergie renouvelable, mais y compris pour les industries du bois. Voilà, elles ont été effectivement aidées aussi et c'est dans le bon sens de pouvoir faire de l'autoconsommation. C'est une optimisation de la ressource et donc ça va aussi dans cette indépendance énergétique également. Je pense que effectivement sur les recommandations qu'on pourrait faire sur la ressource, donc il y a d'une part par rapport à l'atteinte de ces objectifs, il faut parler en termes d'efficience aussi. Ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais on parle d'efficience dans l'usage de cette biomasse. Alors bien sûr, il y a les rendements et là on va s'y retrouver, mais il y a aussi l'efficience en termes de décarbonation. C'est-à-dire, voilà, je salue l'évolution là, du fonds chaleur où on a plutôt des objectifs qui seront maintenus et donc une efficience en termes d'investissement par rapport à la tonne de CO2 évitée. Et ça, c'est important dans nos échanges. Mais pour revenir effectivement à nos sujets complémentaires, encore une fois, je citerai l'étude de 2015 aussi, l'étude déchets. Et en fait, je pense qu'on retrouve aussi ici, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de valoriser le plus de volume possible. Voilà. Et donc, si on favorise une seule filière, que ce soit l'énergie ou que ce soit la matière, in fine, on va mettre plus en décharge. C'était la conclusion 2015. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes objectifs ici, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on recycle, mais voilà, le temps viendra, je pense, où il y aura une valorisation énergétique à la fin. Voilà, ne nous trompons pas d'objectifs. Par contre, il faut qu'on construise les bons outils. C'est-à-dire que les bons outils, ça va être d'avoir des outils qui ne restent pas dans l'éphémère. On a effectivement, on parlait de tensions, la plupart sont conjoncturelles. Hein, ça peut être effectivement impacté par des marchés qui fluctuent. Ça peut être par des énergies fossiles qui fluctuent encore plus. Et donc, il faut qu'on puisse avoir collectivement des objectifs à long terme. Et notamment, voilà, pour la partie énergie, je pense que, enfin, collectivement, on est sur des outils qui nous permettent d'avoir cette visibilité, et notamment la taxe carbone. Sur cette étude que je salue, qui nous permet justement de pouvoir échanger ensemble, je pense qu'il peut être complémentaire de faire des analyses de sensibilité. Justement, tu parlais effectivement des situations qui se retournent, mais finalement, on sait qu'il y a une certaine incertitude sur ces chiffres. On sait que, notamment dans le cadre de la stratégie française et le climat, il y a un groupement d'intérêt scientifique qui va être missionné justement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les bons outils pour évaluer la ressource et pouvoir travailler collectivement sur ce niveau d'incertitude. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on pourrait avoir collectivement pour pouvoir définir ça. Après, je voudrais juste
citer par rapport aux directives européennes qui sont citées, effectivement sur ce principe d'optimisation des usages. C'est vraiment que ce soit la directive déchets ou la directive RED sur la durabilité, on est vraiment dans une optimisation technique, économique et environnementale. Donc on va être, voilà, donc il y a un principe, un objectif qu'on porte collectivement d'optimisation de la valorisation matière, mais ça ne doit pas se faire au détriment notamment de l'environnement. Et donc la relocalisation a du sens. Dans la directive RED 3, il y a des mesures justement de décarbonation et on voit bien l'impact que peut avoir le transport sur cette étape-là. Merci beaucoup Lise. Est-ce qu'il y a, je sais Dominique que l'étude ADEME porte aussi des propositions et des réglementations. Je crois que ça appuie à nouveau sur ce besoin de pilotage et d'articulation et d'amélioration des données. Et je crois que le constat est partagé, mais peut-être que tu voulais aussi dire deux mots des propositions portées par ce rapport. Alors en tout cas, pour compléter ce que vient de dire Clarisse sur la question de l'efficacité des installations énergétiques, c'est vrai qu'on a montré une carte qui peut effrayer certains porteurs de projets, notamment qu'ils soient d'ailleurs dans le recyclage ou l'énergie, puisque ce sont des millions de tonnages cumulés comme ça qui pourraient être consommés dans les années à venir. Il faut quand même là aussi nuancer. Il y a un certain nombre la carte qu'on a présentée, tout ce qui était en foncé, c'était de l'existant, et tout ce qui est en clair, c'est du projet. Et ce qui est en projet, c'est entre les projets au stade de la réflexion jusqu'aux installations en construction. Donc il est clair qu'on n'aura pas un taux de réalisation de 100% de l'ensemble de ces installations. Et en particulier, les installations de production énergétique qui s'appuient sur ce qu'on appelle des technologies de rupture, ou en tout cas des technologies qui sont encore peu éprouvées, comme par exemple, alors c'est des sujets dans l'air du temps, mais comme la pyrogazéification ou le vapocraquage. La pyrogazéification, c'est par exemple la production de biocarburants et d'hydrogène. Et il y a des projets aujourd'hui en France qui potentiellement pourraient consommer plusieurs centaines de milliers de tonnes sur ces technologies. Et on a très clairement un doute, en tout cas pour certains d'entre nous, sur la mise en service future de ces installations, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, ces technologies n'ont pas démontré leur efficacité. Donc il y a quand même une marge de manœuvre dans les années à venir aussi. Tout à l'heure, je nuançais le graphique prospectif. Mais voilà, il y a toutes les consommations aujourd'hui prévues là, dans ces projections ne se feront pas, quoi. Voilà. Peut-être juste sur les cellules biomasse. Alors, les cellules biomasse, tout le monde ne sait pas ce que sont les cellules biomasse, j'imagine. Ce sont des structures à l'échelle régionale qui examinent les plans d'approvisionnement des installations de production énergétique en projet. Uniquement installation de production énergétique. Et c'est vrai que jusqu'à il y a encore il y a un an, on va dire, ces cellules biomasse, elles résonnaient beaucoup en vase clos à l'échelle régionale et ne prenaient pas en compte les consommations extérieures aux régions qui les concernaient. Et puis surtout, elles ne prenaient pas toujours en compte les consommations autres que les consommations d'énergie. Et notamment les consommations du recyclage. Donc l'étude a pointé cet écueil et aujourd'hui ces structures-là, qui sont composées notamment de l'ADEME, de la préfecture, de la DRAF, se réorganisent et à une échelle d'ailleurs suprarégionale, en tout cas elles se contactent beaucoup plus, elles se sollicitent beaucoup plus et puis surtout elles font un état des lieux beaucoup plus exhaustif des consommations, donc énergie mais aussi recyclage, pour avoir une vision beaucoup plus pertinente pour donner des avis, pour arbitrer de la manière la plus pertinente possible. Et à ce titre d'ailleurs, dans le cadre de l'étude, il y a des synthèses régionales qui ont été faites, donc une synthèse par région, et qui ont été fournies d'ailleurs à ces cellules biomasse et d'ailleurs à tous ceux qui les réclament.
et qui permettent de disposer d'une photographie à un instant T de la situation de la filière déchets de bois dans chacune des régions. Et l'idée, c'est que ces photographies à un instant T, elles soient mises à jour le mieux possible par tous les acteurs pour pouvoir, dans les années à venir, continuer à donner des avis et arbitrer de la manière la plus pertinente possible. Merci Dominique. Lise, tu voulais compléter? Non. Ok. On va prendre les questions peut-être. Enfin, ouais. Du coup, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vous avoue que je suis un peu ébloui. Non? Là-bas? Oui, bon... Allô, oui, bonjour. Monsieur Martin chez Suez. Je voulais parler, j'ai une question sur les prix en fait. Par rapport aux métaux, au papier, au plastique, où il y a des indices qui font référence. Dans le bois, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un indice qui fait référence. Et je voulais vous entendre sur ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait un? Est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir un? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Voilà, je voulais vous entendre là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a des indices qui existent sur le bois qui sont publiés par le CEEB, qui est un organisme qui dépend du ministère de l'Agriculture et l'INSEE, et qui publie tous les trimestres des indices sur l'ensemble des produits issus de la filière bois. Alors ça va de la grume, le sciage, jusqu'à l'indice sur le bois énergie. Donc ça existe. Et depuis 2 jours, ou aujourd'hui je crois, enfin depuis 2 jours, il y a un indice sur le bois de recyclage. Et il y a eu toujours un indice il y a un indice qui est publié aussi par Fédérec depuis 2009. Donc il y a des indices sur le bois. Si on veut avoir des indices sur le bois, rapprochez-vous de nous, on vous donnera les éléments pour y accéder. Mais du coup, ma réflexion était qu'il existe des indices, mais finalement, ils ne sont pas aussi utilisés que sur les autres matières. Ou alors, je me trompe complètement. Mais... Ah oui, c'est sûr. Oui, non, mais il n'y a pas d'utilisation. Historiquement, c'est vrai qu'on ne fonctionnait pas comme les ferrailles ou le plastique. Voilà. Alors, pour l'énergie, en fait, cette demande d'indices, c'est essentiellement venu du développement de la demande en bois énergie. Et les énergéticiens en demandent. Les fabricants de panneaux ne sont pas forcément friands de contrats avec des formules d'indexation qui utilisent des indices. Et c'est des contrats très longs. Les indices sur le prix du bois énergie datent de 2010-2011. Et sur le bois déchet à usage énergie, et là à usage panneau aussi, enfin tout usage, et depuis a été construit depuis 2 ans. Et publié à partir d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou depuis la semaine. Juste préciser que c'était sur le bois au départ et c'est étendu désormais au bois B. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle et ce sera la dernière parce qu'il y a une autre conférence après? Non. Non. Moi j'en vois pas. Et bah, merci à tous et à tous et puis merci à tous mes intervenants pour cette conférence. Merci beaucoup.